Si vous ne bloquez pas le prix par la force des choses, quelqu'un va payer. Nous demandons la baisse des taxes. Il y a 60% de taxes. Ce que je note simplement, et François Langlais le disait à l'instant, je vais le dire de façon encore plus simple, nous n'avons plus d'argent. Bonjour à tous. Vous venez d'entendre le décor. D'un côté, on veut bloquer les prix, de l'autre, baisser les taxes. Et au milieu, on nous explique qu'il n'y a plus d'argent. Maintenant, la vraie question c'est, quand le carburant repart à la hausse, qui encaisse ? Oui, parce que c'est toujours le même petit théâtre. Tout le monde veut soulager la pompe, personne ne veut assumer l'addition, et à la fin on découvre, l'air surpris, que les promesses gratuites coûtent quand même quelque chose. Sauf que derrière l'addition, il y a surtout des gens qui bossent, qui roulent, qui n'ont pas juste un budget à équilibrer, mais une vie à tenir. Donc non, ce débat n'est pas abstrait. Il parle de ceux qui n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture. Et de ceux qui décident combien ça va leur coûter. Abonnez-vous et activez la cloche, et dites-nous en commentaire ce que vous feriez, vous, à la place du gouvernement. Bon, Rosa, on t'écoute ? On parle du prix du carburant comme d'un chiffre sur un panneau. Mais pour énormément de gens, c'est pas que ça. C'est une contrainte. C'est le plein qu'on repousse, le trajet qu'on calcule, la petite angoisse qui revient alors que le mois n'est pas fini. Et surtout, c'est une dépense qu'on ne choisit pas. Quand vous vivez loin, vous devez aller bosser, emmener les enfants, faire les courses, aller chez le médecin. Vous ne négociez pas avec votre réservoir. Vous payez. Voilà la réalité. Donc, pour toi, le problème c'est pas seulement le prix, c'est qu'on a fabriqué une société où des millions de gens ne peuvent pas y échapper. Oui, et il faut arrêter de faire semblant de le découvrir. Si autant de gens sont vulnérables, c'est pas un accident. On a organisé le territoire autour de la voiture. On a éloigné les logements, des emplois, des services et parfois des soins. On a laissé s'éteindre des alternatives concrètes. Donc venir expliquer aux gens qu'ils devraient s'adapter quand le prix explose, c'est une blague. On a construit une société où la moindre secousse pétrolière retombe toujours sur les mêmes. Et ensuite on naturalise tout ça. On nous dit guerre, tension internationale, marché mondial, circuler. Un choc international explique qu'il y ait une hausse. Il n'explique pas pourquoi, à la fin, ce sont toujours les mêmes qui doivent l'absorber. Le pétrole ne vote pas. En revanche, la manière dont on laisse la hausse se répercuter, ça, c'est bien un choix politique. Autrement dit, la vraie question n'est pas seulement pourquoi ça monte, mais qui doit encaisser. Exactement. Et c'est pour ça que le faux débat permanent m'agace. On nous enferme dans une alternative pratique, baisser les taxes ou laisser faire. Et au passage, on efface le reste. Les grands groupes pétroliers qui affichent des bénéfices obscènes pendant les tensions, les acteurs du raffinage qui profitent des hausses, les marges qui se reconstituent pendant que les gens, eux, serrent les dents. Et surtout, on efface une responsabilité politique simple, avoir rendu des millions de personnes dépendantes d'une énergie dont elles ne maîtrisent ni le prix ni les soubresauts. Très bien. Et concrètement, tu fais quoi ? Je bloque les prix. Oui, j'assume. Le carburant n'est pas un gadget pour une immense partie du pays. C'est un bien essentiel dans les conditions actuelles. Donc non, on ne peut pas dire aux gens, le marché a parlé, débrouillez-vous. À un moment, la puissance publique décide que certaines hausses ne doivent pas être intégralement répercutées sur ceux qui vivent déjà sous contrainte. C'est pas de la magie, c'est une décision politique. Protéger d'abord les humains. Ok, on bloque les prix. Et qui paye la différence ? Déjà, ceux qui profitent de la situation peuvent être mis à contribution. Les grands acteurs qui captent des gains pendant les phases de tension, les bénéfices exceptionnels, les rentes liées à la hausse. Ensuite, l'État peut absorber une partie du choc. C'est aussi à ça qu'il sert. Empêcher que toute la violence économique redescende mécaniquement vers les ménages. Je préfère une puissance publique qui protège, même imparfaitement, qu'un pouvoir qui regarde passer la hausse en expliquant que c'est compliqué. Le problème, c'est que ta réponse a l'air propre sur le papier. Mais le coût réel, lui, il existe toujours. Si tu bloques le prix pour l'automobiliste, tu ne fais pas disparaître la facture, tu la déplaces. Et quand tu dis les profiteurs paieront, tu fais comme si ça suffisait. Or, quelqu'un paye toujours. La seule vraie question, c'est qui, quand et avec quelles conséquences. Mais c'est justement ce que je te dis depuis le début. Aujourd'hui aussi, quelqu'un paye. Et ce sont les ménages qui n'ont aucune marge. Donc quand tu me dis avec ton petit air raisonnable « Attention, quelqu'un paiera toujours », j'ai envie de te répondre « Merci, on avait remarqué ». Toute la question, c'est de savoir si la facture continue de tomber sur ceux qui bossent loin, vivent en périphérie et n'ont aucun plan B. Ton réalisme, en pratique, il protège surtout les répartitions actuelles. Non, mon réalisme rappelle juste qu'un prix bloqué ne supprime pas les incitations. Si ailleurs on vend plus cher, l'offre se déplace. Les acteurs arbitrent, contournent, attendent, négocient. Et toi, tu risques de découvrir qu'une mesure présentée comme protectrice fabrique derrière d'autres problèmes. Tension sur l'offre, report des coûts, pénurie plus ou moins affirmée. C'est toujours la même musique. À chaque fois qu'on parle de réguler, on nous explique que les acteurs économiques vont contourner, bouder, déplacer l'offre, presque faire un gros caprice. En gros, surtout ne toucher à rien, parce que le marché est susceptible. Mais cette logique revient à dire qu'on ne pourrait jamais protéger les gens, sous prétexte que certains intérêts privés pourraient ne pas être contents. Drôle de définition de la souveraineté politique. C'est pas une susceptibilité, c'est un mécanisme. Le Covid en est un exemple discutable, d'accord, mais il montre quand même une chose. Quand plusieurs acheteurs se concurrencent, les vendeurs vont d'abord là où les conditions sont les plus avantageuses. Donc si tu bloques artificiellement les prix ici, tu dois répondre à cette question. Pourquoi les fournisseurs auraient-ils intérêt à privilégier ton marché ? L'exemple est discutable, oui. Mais ton raisonnement a toujours le même défaut. Il transforme un choix politique en fatalité économique. Comme si l'État n'avait que deux options. S'agenouiller devant les incitations du marché ou sombrer dans le chaos. Sauf qu'entre les deux, il existe des leviers. Encadrement, contraintes, fiscalité exceptionnelle, régulation des marges. Le problème, c'est qu'on présente toujours l'impuissance comme de la lucidité.
D'accord. Mais là, tu mélanges réponse immédiate et reconstruction du système. Toi, tu veux corriger les prix, les profits, les comportements, l'aménagement du territoire. Très bien, sauf que les besoins des gens sont immédiats. Lundi matin, ils doivent aller travailler. On refait pas le pays en 10 ans avant leur plein du début de semaine suivante. Donc, une mesure immédiate doit être jugée d'abord sur ses effets immédiats. Mais les crises servent justement à révéler ce qu'on a fabriqué. Si des millions de personnes sont piégées, au point qu'une hausse du carburant leur coupe le souffle en quelques semaines, c'est bien qu'on a organisé une société profondément vulnérable. Et après, on voudrait que je parle de ça comme d'un simple paramètre économique ? Non, c'est une question de responsabilité. Responsabilité de ceux qui ont laissé s'installer cette dépendance, et responsabilité de ceux qui trouvent toujours 1000 raisons de ne pas protéger franchement les gens. Ou alors, on peut aussi admettre une chose. Cette dépendance n'est pas sortie uniquement du cerveau de quelques technocrates. Les sociétés riches ont aussi choisi la mobilité individuelle. Habiter plus loin, se déplacer librement, garder sa voiture, son autonomie, tout n'a pas été imposé d'en haut. Et maintenant, tu expliques que le système serait seul coupable quand le coût de cette préférence remonte à la surface ? Le choix collectif, c'est toujours très élégant vu d'en haut. Dans la vraie vie, ce choix est biaisé de partout. Quand les services ferment, quand les loyers explosent, quand les transports sont insuffisants ou inexistants, on ne choisit pas librement la voiture, on fait avec. On fait avec ce qu'on nous laisse. Donc non, je ne vais pas renvoyer dos à dos un système qui produit de la dépendance et des gens qui essayent juste de tenir leur quotidien à flot. Ok, mais une politique qui ignore les incitations finit rarement par protéger les gens. Elle déplace la casse, elle la maquille, et cette casse revient forcément, mais sous une autre forme. Et moi je te dis qu'à force de parler des conséquences futures, on finit surtout par abandonner les humains bien présents. Oui, une protection peut être imparfaite, mais il y a quelque chose de plus dangereux encore. L'habitude de laisser les mêmes encaisser au nom du réalisme. Et ça, désolé, c'est pas de la logique, c'est un choix. Donc, ta solution, Rosa, on bloque les prix. Le pétrole grimpe, le marché est sous tension, tout le monde se bat pour les mêmes volumes, et nous, on décrète que ce sera moins cher ici. Très bien, mais casser le thermomètre n'a jamais fait tomber la fièvre. Oui, merci Procope, on a bien vu passer la petite image. Le problème, c'est que pendant que toi tu contemples la fièvre du marché, il y a des gens qui contemplent surtout leur réservoir vide. Et leur fin de mois aussi. Alors, petite question innocente. Pourquoi les fournisseurs accepteraient-ils ce prix ? Pourquoi vendre ici plutôt qu'ailleurs, si ailleurs c'est plus rentable ? Et qu'est-ce qui est censé changer au juste ? Le réel ou simplement une promesse politique hors sol ? Voilà, on y est. Chez toi, les gens doivent toujours s'adapter. Toujours eux. Toujours plus vite que le système qui les a rendus dépendants. Donc vas-y, explique-nous donc ta solution miracle. Celle qui est parfaitement logique, impeccablement cohérente, et qui, bien sûr, ne fera de mal à personne. Quand vous payez votre plein en France, il faut arrêter les comptes pour enfants. Non, vous ne payez pas juste le pétrole. Vous payez un peu de pétrole, un peu de raffinage, un peu de logistique, et une énorme couche d'État. La TICPE, la TVA, la taxe sur la taxe, parce qu'on aime visiblement les blagues lourdes dans ce pays. Donc, avant de vous refaire le feuilleton du chaos mondial, il faut regarder le ticket de caisse comme un adulte. Une grosse partie de ce que vous laissez à la pompe, 60% pour être exact, ne sert pas à faire rouler votre voiture. Elle sert à financer la machine publique. Ah, ça y est. Le coupable préféré de Procope vient d'entrer en scène. Pas mon coupable préféré, mais plutôt le poste de financement préféré de l'État. Le prix mondial du pétrole, la France ne le contrôle pas. Le baril vit sa propre vie avec l'OPEP, les conflits, les tensions, les arbitrages internationaux. Très bien, mais la fiscalité française, elle, est un choix politique pur. On ne contrôle peut-être pas le baril, mais on contrôle les taxes. Et c'est là que l'hypocrisie commence. Tout le monde pleure sur la hausse, mais presque personne ne veut regarder la masse de prélèvements déjà posée sur le litre avant même que la crise arrive. Donc ton sujet, c'est pas l'énergie, c'est l'État. Mon sujet, c'est la logique. Une hausse mondiale explique que le prix monte. Elle n'explique pas pourquoi, chez nous, ça devient aussi vite une crise domestique. Et même ceux qui pointent la bonne variable restent timides. Le RN dit baissons les taxes. Ok, mais baisser un point de TVA ou gratter un peu de fiscalité énergétique, je vais être clair, ça ne servira à rien. La vraie question c'est, pourquoi l'énergie est-elle devenue une vache à lait fiscale ? Réponse, parce que l'État coûte cher. Très cher. Trop cher. Et comme l'énergie traverse toute l'économie, il la traite sans relâche. Oui, toujours le même tour. Le marché brutal, c'est la météo. L'État, lui, serait le seul vrai coupable. Pratique. Le marché n'est pas innocent, il est réel. Mais quand on taxe massivement une énergie essentielle, on transforme chaque hausse mondiale en crise nationale. Le carburant sert à faire rouler les voitures et le budget. Donc le véritable problème, c'est pas comment bricoler net de plus, mais combien d'États les Français veulent payer à chaque plein. Stop! On va arrêter ton petit numéro de scalpel propre. Tu parles d'une taxe uniforme comme si elle frappait des silhouettes abstraites. Sauf qu'un cadre à 5000 € et une aide-soignante qui fait 40 km par jour payent la même TICPE, sur le même litre, la même pompe, la même taxe. Pas du tout le même effort. Donc ta fiscalité objective, en vrai, c'est un impôt qui mord surtout ceux qui n'ont déjà plus de marge. Et là, bizarrement, ta belle logique oublie les humains. Mais tu viens de défendre mon point sans même t'en rendre compte. Si cette taxe écrase davantage les revenus modestes, la première chose intelligente à faire, c'est de la réduire. Pas d'organiser une procession morale autour du pistolet de la pompe. La fiscalité régressive, eh bien on la baisse. Point. Le reste, c'est ton exercice préféré.
conserver la machine qui prélève, puis venir distribuer des pansements avec l'argent qu'elle a déjà saigné. Non, parce que toi tu racontes une demi-vérité comptable. Le prix à la pompe, c'est pas seulement des taxes, c'est aussi un marché concentré, des acteurs qui encaissent très bien pendant les tensions, des profits exceptionnels, quand les ménages, eux, font les courses en regardant leur compte déjà dans le rouge. Et là, ton courage libertarien disparaît dans un nuage de pudeur. Dès qu'il faut aller chercher l'argent du côté des rentes, il n'y a plus personne. En revanche, quand il faut réduire la contribution collective et expliquer aux gens qu'ils doivent comprendre les incitations, là tu redeviens bavard. Pourquoi ta logique protège-t-elle toujours mieux les puissants que ceux qui finissent le mois la peur au ventre? Parce que je refuse les affiches militantes avec méchants obligatoires. Les profits exceptionnels, c'est très beau à la télévision. Ça donne un coupable simple, ça soulage moralement, ça fait un hashtag. Sauf que ça n'explique pas la structure du prix. Et surtout, tu transformes chaque tension énergétique en séance de punition fiscale. Tu envoies un message limpide. Investir dans ce secteur devient politiquement risqué. Or, l'économie ne tourne ni à la vertu, ni au slogan. Elle tourne aux investissements, aux capacités, aux incitations, et a besoin d'énergie. Tu veux sécuriser l'approvisionnement en insultant ceux qui produisent, raffinent, distribuent et investissent? Ok, amuse-toi, fais-le. Et puis, tu découvriras, l'air sincèrement choqué, que l'offre n'adore pas se faire frapper avant d'être appelé à l'aide. Parce que c'est ce que tu finiras forcément par faire. Très bien, donc on résume ton logiciel. On ne touche pas sérieusement au profit parce qu'il ne faut pas froisser les investisseurs. On ne bloque pas les prix parce qu'il ne faut pas déranger les incitations. On ne compense pas franchement les ménages parce que ça coûterait trop cher. Donc, la variable d'ajustement finale, ce sont les gens, toujours ceux qui n'ont déjà pas de marge. Et tu appelles ça du réalisme? Non, c'est une manière très polie d'organiser l'abandon. Non, tu laisses l'argent de leur travail aux gens. C'est une manière un peu moins infantile de regarder une économie. Parce que ta solution, au fond, c'est toujours la même. L'État paiera. Comme si l'État avait une carte bancaire miraculeuse planquée derrière Marianne. Mais l'État, Rosa, c'est pas un ange distributeur, c'est un système qui prélève. Donc quand tu dis on protège, tu dis surtout on déplace la facture. Et cette facture retombe toujours sur l'activité, sur la classe moyenne, sur l'investissement, sur la croissance. Quand on taxe massivement l'énergie, on transforme chaque hausse mondiale en crise française. C'est ça le mécanisme, le seul. Parfait. Alors on arrête les jolis nuages de mots. Tu veux moins de dépenses, moins de machines, moins d'État? Tu coupes quoi? Les retraites, les hôpitaux, l'école, les routes, les transports? Parce que ton État à 30% du PIB, c'est pas une petite cure de sobriété, c'est une amputation. Donc je veux du concret. Qui perd quoi? Qui sort du cadre? Et surtout l'aide-soignante qui met 120 € d'essence par semaine. Tu lui dis quoi? Qu'elle tienne 10 ans? Le temps que ta grande réforme produise miraculeusement plus de richesses? Non mais attends, ça c'est ton monde théorique. Dans la vraie vie, il y a des gens qui doivent aller bosser demain matin. Et voilà, dès qu'on parle de réduire l'État, tu convoques immédiatement l'hôpital en flammes, l'école en ruine, les retraités sur un radeau. Mais la France n'est pas seule au monde, fort heureusement. Il existe des pays moins taxés, moins lourds, moins étouffés, avec des hôpitaux, des écoles, des retraites et souvent de meilleurs résultats. Donc non, la question n'est pas faut-il tout raser, c'est pourquoi faut-il autant d'argent public ici pour produire autant de lourdeur. Et si tu veux du concret, en voilà. Moins de strates administratives, moins d'agences qui empilent les normes, moins de redistribution brouillonne, moins de dépenses clientélistes, moins de structures qui vivent de la complexité qu'elles prétendent corriger. Oui, ça change le modèle. Oui, certaines habitudes sautent. Et heureusement, parce qu'un système qui doit taxer l'énergie à ce niveau pour tenir debout, il est déjà en train de pourrir. Et voilà ton vrai fond. Tu appelles ça faire sauter des habitudes, nettoyer les strates, sortir du brouillard. Mais derrière le vernis, c'est toujours la même chose. Moins de protection collective, plus de dépendance aux revenus individuels. Et c'est là que ton raisonnement devient dangereux. Parce que tu présentes une bascule morale comme une simple opération d'entretien. Or, quand les crises arrivent, tout le monde n'a pas la même capacité d'absorption. Tout le monde n'a pas un matelas, une marge, un plan B. Donc non, c'est pas seulement combien prélève l'État, c'est qui protège-t-on d'abord quand ça casse? Et ton modèle répond déjà. Les solides tiendront, les autres apprendront à tomber proprement. Excuse-moi, mais c'est pas une politique, c'est une sélection. Non, mon modèle répond autre chose. Une société protège durablement quand elle produit assez de richesses pour ne pas transformer chaque hausse de prix en drame collectif. Toi, tu regardes le choc et tu te demandes comment répartir la douleur. Moi, je fais la même chose, mais je me demande pourquoi le système a été rendu aussi fragile. Et dans le cas du carburant, la réponse est d'une simplicité vexante. On a empilé les taxes massives sur une dépense énergétique générale pour nourrir un État trop coûteux. Tu veux corriger les conséquences? Moi, je préfère supprimer une partie de la cause. Le marché peut rendre l'essence chère, mais c'est l'État qui la rend insupportable. Ce qui est dangereux chez toi, Procope, c'est même plus la brutalité de ta solution. C'est le calme avec laquelle tu la présentes. Tu regardes une dépendance organisée, des ménages coincés, des gens qui bossent, encaissent. Et ta première réaction, c'est d'expliquer qu'on les protège encore trop. Donc pendant que ton économie s'ajuste, les plus fragiles font quoi? Ils tiennent comme ils peuvent, au nom de la logique? Moi j'appelle ça une politique où c'est toujours les mêmes qui encaissent. Donc si on te suit jusqu'au bout, pendant que ton système se répare, les gens doivent juste encaisser. C'est ça ta responsabilité? Non, ma responsabilité, c'est précisément de refuser de mentir aux gens. Une économie ne fonctionne pas à l'indignation. Elle fonctionne avec des incitations, des conséquences, des mécanismes réels.
Et quand on refuse de regarder ça, on ne protège pas les gens. On déplace juste la facture en préparant la crise suivante. On peut voter des protections, distribuer des compensations, mais on ne fabrique pas de richesse par décret. Donc, au final, ce débat est simple. Est-ce qu'on préfère corriger les effets ou s'attaquer enfin aux causes ? Dites-nous en commentaire, faut-il protéger immédiatement, même si le système continue de produire les mêmes crises, ou briser ce cycle infernal ? Parce que si on peut décréter des protections, on ne décrète pas la richesse. Allez, ciao !